C'est un plaisir de vous retrouver chaque soir en ce mois d'août. Les vraies voix se poursuivent. Il est 18h30. Nos vraies voix qui sont prêtes pour le grand débat sur lequel vous êtes invités à donner votre avis. 18h30, vous allez sur le compte Twitter ou le compte Facebook de Sud Radio et vous répondez à cette question. Les villes moyennes sont-elles plus dangereuses que les grandes banlieues urbaines? Pourquoi cette question volontairement provocatrice? Déjà parce que c'est le but du jeu, mais aussi parce que des pompiers et des policiers ont été attaqués la nuit dernière à Limoges, préfecture de la Haute-Vienne, célèbre pour sa porcelaine et son équipe de basket. Une ville dite moyenne d'environ 134 000 habitants quand même. Une quarantaine d'individus ont posé un véritable guet-apens aux fonctionnaires venus pour intervenir suite à l'incendie d'un véhicule. Armés de cocktails Molotov et de pavés, les assaillants ont initié une séquence de guerre urbaine qui a touché la douce Limoges. Nous posons donc la question, les villes moyennes sont-ils devenues plus dangereuses que les grandes ? C'est sûr que si Michel Sardou continuait sa carrière, il a décidé de l'arrêter, de se reposer tranquillement, mais il aurait des thèmes comme celui-ci. Nous accueillons et nous remercions d'être ici en plateau, dans le plateau de Sud Radio, sur le plateau de Sud Radio, et Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Bonsoir Grégory Joron. Bonsoir. Une nouvelle fois, bien sûr, nos vraies voix vont vous poser des questions. On va revenir sur ce qui s'est passé. Je vais peut-être vous demander de bien remettre votre micro devant vous. Voilà. Osé toucher en fait. Voilà, mais je sais, je préférais vous y inviter. Bon, ce qui se passe une nouvelle fois à Limoges cette nuit. Alors je le disais, petit clin d'œil, la porcelaine de Limoges, l'équipe de basket, tout ça c'est très sympa. Limoges, en plein cœur du Limousin, personne n'imagine que vous avez été surpris par ce genre de choses? Malheureusement, on voit que depuis quelques temps, on a entendu parler de Brest, Oyonnax, Bourg-en-Bresse, Angers, Nantes. Régulièrement, Nantes, mais plus Nantes, c'est grande ville. Là, on est sur grande ville. Mais encore une fois, des villes moyenne, on va dire au-delà de la 20e ville de France, qui en effet, fut un temps, faisait jamais l'objet de faits divers ou en tout cas de violences urbaines de cette intensité-là, parce que c'était quand même une forte intensité. Faut le rappeler, déjà au moins pendant 2 nuits, donc c'est quand même assez particulier. Donc on voit bien qu'il y a quand même un espèce de phénomène qui a tendance à s'élargir sur le territoire national et qu'aujourd'hui touche encore une fois ces petits endroits dont on n'avait pas l'habitude d'entendre parler pour ces faits-là. Alors par exemple, la ville de Rouen enregistre 6319 crimes et délits pour la seule année 2021, ville de 112 000 habitants. On sent cette tension monter, vous qui êtes un spécialiste de l'emploi, et souvent la recherche d'emploi est aussi liée à un problème d'insécurité. Ça peut aussi, on est au cœur d'une problématique sociale. Jérôme Laverny, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire plein de choses. Alors d'abord, sur la perspective des Jeux Olympiques, il a été question récemment de recruter 26 000 agents de sécurité, eu égard aux incidents notamment qu'on a pu constater au Stade de France. On est mal, on est très très mal, et à mon avis pour des raisons de recrutement, et on veut pas voir, on le voit pas, il n'y a pas de stratégie, c'est bon. Ensuite la contamination, on va dire, à des villes moyennes, moi me semble être qu'une strate supplémentaire par rapport à la gravité de ce phénomène qu'on laisse. Nous sommes dans une société violente, je le disais à cette antenne, on ne célèbre plus la Coupe du Monde en 2018 comme on l'a célébré en 1980. Il n'y a qu'à regarder les images. La moindre manifestation, la moindre fête, nous sommes un pays où on ne peut plus faire la fête en fait. On ne sait même plus faire la fête. On peut la faire, mais certains en profitent. Voilà. Sous un magma d'excuses et encore une fois, etc. Bon, on ne retombe pas. Sur l'emploi, en fait, une des incidences, c'est que par exemple, quelqu'un qui a un comportement normal, vous n'avez pas une seule entreprise, il n'y a pas une seule entreprise, pas une seule, qui ne dise pas à un moment ou à un autre, bon, les diplômes, c'est une chose, en fait, nous, on est soucieux du savoir-être. Qu'est-ce qu'ils disent par savoir-être? Quelqu'un qui se comporte normalement.
Parce que voilà ce qu'on est en train de laisser faire. Alors on peut ne pas le voir, on peut ranger cela sous un discours conservateur, facho, machin, parce que dans le même esprit qu'on décrivait au démarrage de l'émission, c'est-à-dire en se campant comme les gentils des libertés, etc., et puis en voyant en face des fachos, bon, on peut faire ça. Non, mais là, vous allez sur une réflexion profonde qui est de parler d'éducation, finalement, tout simplement, qui nous amène à avoir des comportements violents. Vous le sentez, ça, évidemment, Grégory Joron, finalement, ça part de là. C'est-à-dire qu'on sait que, au départ, faire respecter, ça sera difficile. Oui, ça sera difficile. Enfin, je veux dire, c'est l'histoire aujourd'hui du quotidien des policiers qui bossent dans les quartiers difficiles, qui bossent dès lors qu'il y a des événements particuliers. Je rappelle la difficulté à certains endroits de faire respecter le confinement. À l'époque, c'était pas si vieux que ça. C'était des vrais enjeux sécuritaires pour le coup, qui donnaient lieu souvent, malheureusement, justement, à des tensions extrêmement vives, parce qu'en fait, on a une forme de société parallèle qui s'est construite, soit par le fait du trafic de stupes, soit par le fait d'un communautarisme exacerbé, il faut le dire aussi, et on laisse faire, parce que finalement, il y a plus, la République n'est plus présente malheureusement dans ces quartiers défavorisés. Souvent, c'est une réalité. Et ça, c'est aussi crucial. C'est-à-dire, sur le confinement, tout le monde a dit oh, les Français ont bien suivi. Oui, les Français ont bien suivi, mais des habitants de certains quartiers difficiles, là où se trouve justement cette violence, là, vous n'avez pas pu faire respecter. Vous ne vous posiez même pas tout ce qu'on a pu. Quoi. Ouais, mais vous ne vous posiez même plus la question après. On le sait. Enfin, j'en ai parlé avec certains policiers. Enfin, je veux dire, voilà, donc oui, ça devient de plus en plus difficile. Alors moi, j'ai un chiffre de toute façon, parce que évidemment, c'est toujours la bataille des chiffres entre les sociologues qui estiment que finalement, il n'y a pas plus de violence dans notre société qu'il y a 40 ans. Ouais, très bien. Sauf que moi, je regarde juste que le nombre de policiers blessés a triplé en 10 ans, et qu'en général, je peux vous assurer qu'ils malheureusement, ils ne se blessent pas en faisant du sport. Ils se blessent parce que leurs interventions sont de plus en plus violentes et qu'ils sont confrontés justement à de plus en plus de réticence à ne serait-ce qu'appliquer, je veux dire, des choses essentielles et basiques du savoir-être justement en société. C'est quoi ça, Philippe Deveul? C'est vrai que la violence a toujours existé. Alors, celui qui a vécu pendant la guerre de 100 ans, c'était encore plus violent. On arrachait les yeux, etc. Mais là, cette violence, c'est quelle violence ça? Il y en a qui sont éborgnés en manif aussi. Oui. Bon. Oui. Donc, la violence, il faut modérer les choses. Mais ce qu'il y a, c'est que il y a un laisser-aller depuis 30 ans et à mon avis, il y a une responsabilité des politiques aussi bien de la droite comme de la gauche sur la répression et sur la justice. Parce que bon, les policiers sont en première ligne, mais qu'est-ce qui est en deuxième ligne? C'est la justice. Et moi, en tant que praticien, qu'avocat, quand je vois qu'il y a des rappels à la loi pour qu'on dit des genres d'incivilité, pour moi qui est de l'indélinquance ou voire de la criminalité, il n'y a pas la sévérité nécessaire. Quand on est sévère, ça paye. Alors c'est vrai que les policiers, ils luttent contre une vague, ils sont dans une situation quand même très difficile. Moi je le sais, je le comprends, je le conçois, et ils sont obligés de se battre pour faire entendre leur voix. Mais parfois, ce que je peux reprocher parfois à la police, il y a quand même des bémols. J'ai vu là une vidéo où un de vos confrères, un de vos collègues, a interpellé une cantatrice à Montmartre qui chantait, une très belle voix, Véronica Antonelli, et elle s'est fait interpeller. Alors bon, à mon avis, ça n'a pas dû aller très loin par le parquet et par la suite, mais on est choqué dans le sens que quand on a des citoyens qui chantent, qui ont une gaieté, une joie de vivre, etc., se font à chaque fois. Ouais, c'est un cas. Ouais, effectivement. Oui, non, mais je permets c'est toujours. Non, c'est intéressant. Pour le dire, parce que ça m'a choqué. Ouais. Mais on ne peut pas faire d'un cas précis une généralité à la Oukili. Il me semble parce que on n'a pas le droit de chanter tout en étant filmé en plus devant un monument. Oui. Et c'est attention, elle a été verbalisée. Moi aussi, j'ai été choquée. J'ai été choquée. Mais après, je sépare mon sentiment voilà, il y a le policier qui fait son job. Je vais juste te rappeler que, par exemple, quand on est une personnalité qui va faire la une d'un magazine et qu'on veut, par exemple, on représente un quart de la République ou un combat quelconque, et on va devant un monument, le photographe nous rappelle que non, on n'a pas le droit de bénéficier de l'image d'un monument. C'est des droits comme ça. Finalement, ça part de là, c'est sur les petits détails. Il faut savoir un certain discernement. Comme on a vu aussi des policiers en armes verbaliser des gens qui n'avaient pas leur masque au moment du confinement, ça peut aussi choquer. Et je trouve que ça crée une confusion. Ça crée une confusion et ça donne pas une belle image. Mais le fait de cautionner la confusion, ça l'entraîne aussi, Philippe. Moi, personnellement, j'ai
vous dire, je suis sans concession sur la délinquance et la criminalité, croyez-moi. Bon. Et là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais il y a le 2 poids 2 mesures qui sont un peu choquants et qui mettent en porte-à-faux la revendication. En même temps, si le policier n'agit pas sur des petits faits, on va lui dire jusqu'à où c'est un petit fait ou un grand fait. Les policiers ils font leur métier. Voilà. Ils font leur métier. Alors, ils le font parfois, comme je le critique, pour des trucs qui sont anodins, où le policier pourrait dire, écoutez, vous n'avez pas le droit mais l'interpeller, c'est choquant parce que c'est resté sur l'image. Maintenant, concernant la délinquance dans les petites et les moyennes villes, les policiers font ce qu'ils peuvent. À mon avis, on va arriver à des drames terribles. Il y a des drames, puisqu'il y a 150, il y a 150 couteaux par jour en France. Mais c'est scandaleux, le pays où on est le plus taxé. Moi, quand je rentre le soir chez moi, je regarde partout quand même. Et je vois que dans mon quartier, même si c'est un quartier bien placé, les choses ont changé. Donc, les policiers sont confrontés à ça. Mais en fin de compte, on dit il faut mettre du bleu, il faut mettre des policiers, etc. Non, parce qu'ils les attrapent, ils ressortent. Et ça, vous le voyez en tant qu'avocat, et c'est la justice de faire son travail et d'être sans concession. Alors, Grégory Joron va vous répondre, bien sûr, je le rappelle, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO, mais alors, un témoignage très important d'un auditeur, ça me semble très important, de par sa provenance. Robert habite Marseille, donc il fait partie des grandes villes. Dans nos questions, enfin notre question, d'ailleurs, je vais commencer à vous donner les premières tendances, n'hésitez pas à donner votre avis, oui ou non, sur le compte Twitter de Sud Radio. Les villes moyennes sont-elles plus dangereuses que les grandes banlieues urbaines? Vous, le Marseillais, Robert, je vous salue, bonsoir. Qu'en pensez-vous? Bonsoir les vraies voix. Écoutez, moi je pense que c'est pareil, c'est des questions d'éducation. C'est tout. Vous avez des quartiers, moi j'habite à Marseille, je suis né dans les quartiers nord. Alors, à côté des cités à risque. Maintenant, on ne risquait plus d'y aller. Moi, dans les années 80, j'allais dans ces cités, je rentrais, bien sûr, c'était rigolo, c'était folklorique. Vous voyez un âne au balcon, par exemple, vous voyez? Oui. Vous voyez, par exemple, les baignoires, au lieu d'avoir de l'eau dedans, vous avez des tomates, voilà, qui poussent. Vous voyez, bon, c'était folklorique à cette époque-là. Et puis, bon, moi je suis un senior. Moi, quand j'étais petit, j'avais une dizaine d'années, je sortais avec mes copains dans la rue jusqu'à minuit. On n'a jamais été importunés. L'insécurité, je ne connaissais même pas le mot. Oui, je connaissais les bandes de quartier. J'avais des copains qu'on appelait les bandes, quoi, les boutons noirs, quoi, hein, voilà. Mais quand ils se partaient entre quartiers, c'était pour une histoire de filles, mais c'était à coup de poing et puis c'est tout. Ça finissait là et puis c'était terminé. Mais maintenant, depuis les années 62, quand est arrivé les émigrés, tout ça, c'était fini. Les rapatriés, les immigrés, c'était terminé. Bon, alors historiquement, Marseille est une ville d'immigration quand même. Hein. Bon, 1962, bien sûr, c'est l'indépendance de l'Algérie. Mais bon, et en plus, ceux qui sont venus, du coup, étaient plutôt pro-français. Bon, mais vous avez senti, on l'entend, hein, cette évolution. Est-ce que par rapport à cette immigration depuis 1962, après, il faut y aller précisément et on n'a pas le temps de le faire. Donc vous, Robert, il est clair, et ça va dans le sens de ce que disait Jérôme Laverny tout à l'heure, c'est avant tout une question d'éducation. C'est pas tant qu'on ait un problème de grande ville ou petite ville, c'est le problème de l'éducation. C'est ce que vous dites. Voilà. Exactement, c'est ça. Oui, parce que j'ai vu à partir des années 80, ça a changé. Moi, j'allais sur la Canebière au cinéma le soir. À partir de 1980-81, je me suis arrêté parce qu'il commençait à avoir des bandes de gens avec la tête patibulaire. Vous voyez, et ça a été terminé. Je ne suis plus descendu en ville. Coluche disait patibulaire, mais presque. Voilà, bon, c'est un beau clin d'œil. Et là, on remarque que c'est à partir de 1980. Donc, vous voyez sur l'évolution. Merci, c'était un plaisir de vous écouter, Robert de Marseille. Le débat se poursuit, mais je vous donne déjà la première tendance sur le compte Twitter de Sud Radio. Les villes moyennes sont-elles plus dangereuses que les grandes banlieues urbaines? Vous dites non à 74%. Ça veut dire qu'il y a quand même 26% qui disent que... Bon, ils sont tous prêts, c'est-à-dire Grégory Joron, le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO, et puis bien sûr nos trois vraies voix, Ala Oukili, Jérôme Laverny et Philippe Deveul. On arrive tout de suite.
Des pompiers et des policiers attaqués la nuit dernière à Limoges, une quarantaine de personnes avec des cocktails Molotov, des pavés et une scène de guérilla urbaine qui s'ensuit, des pompiers et des policiers, donc une nouvelle fois victimes. Les villes de moyenne importance qui sont souvent montrées du doigt, par exemple Avignon, référencée comme la 20e ville la plus dangereuse par le ratio nombre d'habitants, nombre de crimes et délits. Dijon l'année dernière qui avait été le théâtre de violences avec la communauté tchétchène qui avait violemment réagi. Voilà, déjà en 2016, de nombreux cambriolages enregistrés à Castres, Annemasse, Boulogne-sur-Mer, qui sont dans les 10 villes les plus victimes. Avec nous donc Grégory Joron, le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police, les 3 vraies voix, Jérôme Laverny, Philippe Deveul, Ala Oukili. Grégory Joron, on revient sur cette question de la ville de moyenne population. Finalement. Est-ce que c'est une tendance qui se développe parce que l'urbanisme se développe d'une certaine manière? Sous-entendu, on était hier à Limoges dans un quartier dit difficile. Est-ce que c'est une question du développement de l'urbanisation ou alors ça serait plutôt le contraire parce qu'on a fait beaucoup d'efforts par rapport à ça? Non, je pense que c'est une question, encore une fois, plutôt de gangrène, déjà du trafic de stupéfiants, sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est le premier point. Vous avez rappelé Avignon. Il y a quelques semaines, on commémorait la triste mort de mon collègue Éric Masson, abattu en plein centre d'Avignon parce qu'il allait contrôler un point de deal, parce qu'il venait d'avoir une transaction. Donc je pense que la première difficulté, ça reste ce trafic de stupéfiants qui se militarise, qui entraîne évidemment de nombreux conflits parce que ça engendre énormément de profits et forcément il y a des enjeux. Et c'est peut-être la première difficulté, malheureusement, qu'on peut rencontrer dans ces villes où évidemment il y a des quartiers défavorisés, populaires, on les appelle comme on veut. Évidemment, malheureusement, cette jeunesse est livrée à elle-même et c'est une réalité. Évidemment, s'il n'y a pas trop de jobs, elle se retourne vers quelque chose d'assez facile. C'est souvent le trafic de stupes. Et évidemment, ils sont souvent aussi, je le rappelle, je ne vais pas faire de sociologie, je ne suis pas sociologue, je n'ai pas le niveau. Moi, j'ai lu... Mais vous êtes peut-être le témoin du premier élément de travail pour un sociologue. J'aimerais dire quand même que mes collègues ont un regard assez aiguisé sur la société parce que c'est quand même souvent les premiers témoins d'évolutions qui sont pas toujours drôles. Et pour le coup, vous lisez par exemple le rapport, pas tout mélanger, mais c'est important, je pense, le rapport Berger sur la violence en France. C'est un psychiatre qui a 25 ans, 30 ans d'expérience, Boris Berger, sur les centres d'éducation fermés. Et honnêtement, ça fait juste froid dans le dos ce qu'il raconte. Et il raconte très bien cette évolution, justement, malheureusement, d'une espèce j'ai envie de dire, de génération perdue qui, pour plein de raisons, éducatives, sociétales, culturelles tout à fait, malheureusement de rapport à la monoparentalité, puisqu'on a beaucoup souvent de femmes. Un seul parent pour s'occuper de plusieurs enfants. Et forcément, une perte de cadre, une perte de tout, un rapport à la violence extrêmement précoce qui fait que, évidemment, il ne développe pas les mêmes ressorts que quelqu'un normalement constitué, qui a grandi normalement et avec beaucoup moins d'empathie. Donc on en est malheureusement en effet à se balancer un coup de couteau parce qu'on s'est regardé de travers, parce qu'on s'est insulté 2 fois sur les réseaux sociaux. En fait, il n'y a pas beaucoup de limites. Une fois qu'on a dit ça, je ne suis pas dans la culture d'excuses, je suis policier, donc c'est souvent antinomique. Expliquer n'est pas excuse. Voilà, alors Ala Oukili, c'est à vous. Oui, alors moi je voulais revenir sur déjà la justice. Je n'aime pas très souvent, je rebondis comme hier, je n'aime pas qu'on tape gratuitement sur la justice. Je ne le fais jamais. Et justement, donc je reprends mon cher. Alors, Philippe Deveul, qui est avocat, était justement dans son rôle et est un observateur privilégié. Absolument, absolument. Mais nous aussi, de notre côté, on a pu observer et écouter, notamment le président de la République promettre des places en prison, et de nouvelles surtout prisons qu'on n'a jamais vues. Et quand on discute avec vos homologues de l'autre côté... Du président, le collaborateur de M. Biden, c'est ça? Ce n'est pas la question. La question, c'est que les nouvelles prisons ne sont pas arrivées et que tant qu'elles n'arrivent pas, on ne peut pas demander à des magistrats de prononcer des peines qui, de toute façon, ne peuvent plus être appliquées dans le lieu où... Et puis, de toute façon, on n'est pas satisfait ni du bracelet électronique, ni du reste. On veut de vraies peines et pour qu'il y ait de vraies peines, il faut qu'il y ait de vraies places en prison. Ah là, il faut venir avec moi au tribunal. Et là, je vais vous montrer comment ça se passe.
vrai problème de politique pénale au-delà de ça. Je veux dire, aujourd'hui... Il y a des dépôts de mandat, hein. Oui, je veux dire, des gens qui pleurent et qui disent, je recommencerai plus, monsieur le juge, laissez-moi, je veux surtout pas aller en prison. Et il y a des juges qui font leur métier, aller en prison, sans toucher 20 000 et sans passer par la case départ. Et là, je peux vous dire, ça change. Et on leur trouve des places, comme ça. Non, c'est quand ils sont, ils savent dans quelle prison ils vont, etc., il y a une chambre pénale au TGI qui le fait. Alors après, moi, je suis pas sur tous les tribunaux de France. J'ai défendu des gens qui ont été brûlés au 3e degré avec des cocktails Molotov dans le 20e. C'était pas des policiers, c'était des agents de sécurité. Les gens sont traumatisés. Mais bien sûr il y avait 4 mises en cause. Sur les 4, il y en a eu 2 qui ont été acquittés. Donc vous êtes d'accord. Mais peut-être essayons de recentrer. Pour recentrer, je me demandais juste sur les villes de moyenne. Est-ce que les grandes villes, à un moment, est-ce que les points de deal, est-ce que les cités où il y a un trafic qui s'est installé depuis 20 ans, 30 ans, est-ce qu'elles ne deviennent pas trop, on va dire, trop visibles pour la police, notamment avec le grand plan de chasse, de traque des trafiquants? Est-ce que du coup les petites villes ne deviennent pas la cible facile de nouveaux de voyous qui se déplacent exprès pour en fait se fondre un peu dans la masse? Moi j'ai été très surprise par exemple. Grégory Joron vous répond. Rapidement, j'ai été très surprise d'apprendre qu'à Cavaillon il y a un trafic de drogue incroyable dans cette petite ville avec un petit centre historique où les maraîchers ne viennent plus, il n'y a plus de marché et des mères avec leurs enfants se cachent derrière des voitures. La réponse, Grégory Joron. Oui, je pense que de toute façon, déjà, on a affaire aujourd'hui à une criminalité, particulièrement sur les stupéfiants, qui est extrêmement mobile, qui s'adapte extrêmement vite à tout ce qui peut les impacter. Ils ont toujours un coup d'avance. Le Covid, ils faisaient de la livraison Uber Sheet, passez-moi la blague, mais c'est vrai. On en est à... On a compris l'image. C'est l'appellation, c'est la réalité. Développe des plateformes où vous avez limite des cartes de fidélité, etc. Des vrais supermarchés. On a tout ça, c'est vraiment un vrai marché qui devient quelque chose, vraiment, du commerce parallèle. Et évidemment, il s'adapte aussi, on va dire, aux moyens policiers et à nos techniques d'enquête et aux moyens qu'on peut y mettre. Alors, il y a deux choses sur les stupes quand même. Il y a ce qu'on peut faire en surface, et c'est, j'ai envie de dire, l'agression des points de deal réguliers qui demandent énormément d'énergie avec tous les remous qu'on connaît. Et ce qui manque peut-être aujourd'hui, et je pense que c'est là où on est un peu faible, parce qu'en tout cas, nous, policiers, on peut pas être partout, c'est le travail de fond. C'est le travail de fond c'est le renseignement, c'est pas que ça. Je veux dire, pour faire tomber un point de deal, pour faire tomber un réseau, discuter avec mes collègues en PJ ou en SD sur des grosses affaires de stup, à Grenoble particulièrement, où je discute assez régulièrement avec, et je peux vous assurer que Grenoble, c'est très connu, c'est une grosse plateforme. Il y a des points de deal à 30 mètres du j'exagère, à 200 mètres du commissariat, et ça ne date pas d'aujourd'hui, qui développent 30 000 euros par jour de gains. Et on a des collègues qui sont dans les stupes, qui ont des hamacs dans leur bureau, parce que quand ils sont sur une affaire et que ça commence à sentir bon, et ils dorment jour et nuit, ils font le taf jour et nuit, et ils lâchent pas le morceau. Bravo. Là, oui, c'est vrai, mais il leur faut 8 mois pour faire tomber un réseau. 8 mois, c'est un temps qui n'est pas politique. Trop long. Et oui, il n'y a pas la volonté. Et par contre, politique. Quand ils y arrivent, ils me disent, si vous nous laissez le temps et les moyens, 8 mois, on va vous faire tomber un réseau complet, mais ceux qu'on va faire tomber en haut, ils vont prendre 8 ans de tôle, et on va les déshabiller, ils n'auront plus de baraque, ils n'auront plus de bateau, on va aller les chercher là où il faudra les chercher, mais il nous faut juste du temps. Et ce temps-là, c'est pas le temps de la communication, c'est pas le temps de ce qui se voit, et c'est pourtant celui qu'il faudra développer en même temps que le travail en surface. Et ça, c'est très concret. Jérôme Laverny, c'est à vous. Plusieurs choses à la croisée des chemins de nos différents sujets. On a vu tout à l'heure les députés France Insoumise faire les vierges effarouchés sur le fait qu'on les avait traités d'antisémites. Rappelons quand même que le grand Manitou de ce truc-là a quand même dit « la police tue ». Donc il n'a pas dit « il y a bidule, policier qui a fait quelque chose de mal ». Non, il a dit « la police tue ». Voilà, c'est le jeu dont on parlait tout à l'heure, un jeu complètement irresponsable. Disons encore aussi, et à la croisée des chemins sur la France Insoumise notamment, que l'insécurité, ce sont les pauvres qui en sont les premières victimes. C'est bien ce qu'a compris pour le coup François Ruffin, qui dit faudrait peut-être qu'on s'intéresse à ce sujet-là. On a parlé des femmes également. C'est d'ailleurs ce qui pousse les communistes à pas forcément faire alliance au premier tour des élections présidentielles avec la France Insoumise. Exactement. On a parlé des femmes également, et on a vu des députés France Insoumise toujours défiler et défendre la cause féminine en arborant des cravates. Non, là les femmes elles prennent cher dans ce genre de contexte-là, et les jeunes filles notamment, parce que cette violence elle est très dure à supporter
pour les jeunes filles et les jeunes femmes. Et on voit des choses qui dépassent juste l'entendement. Zola, on est très loin de Zola. Le pauvre, il est complètement dépassé. On parle d'un pays où, au frontispice de nos mairies, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Qui accepterait? Quel est le professionnel qui accepterait de se faire traiter de fils de pute ou de prendre des cailloux sur la tronche? Un journaliste, un boucher, un quoi? Qui, dans le cadre de son activité? Personne. Donc là aussi, il est question d'égalité. Il faut la faire respecter aussi. Et enfin, dernière petite chose, on sort d'une élection présidentielle où on n'a pas du tout parlé de drogue. Très intéressant. Merci en tout cas Grégory Joron d'être venu. Juste une petite question, clin d'œil pour terminer. Du coup, la mutation de celui qui est à Bervilliers pour aller à Guéret, c'est pas forcément une bonne affaire? Je pense que c'est important pour le collègue qui veut rentrer dans son cercle familial et sa région d'origine. Je suis syndicaliste, je défends mes collègues. Guéret, c'est mal choisi. Guéret, c'est dans la Creuse et tout va bien à Guéret. Et bien sûr, nos auditeurs qui pensent donc à 75% que non, les villes moyennes sont pas plus dangereuses que les plus grandes banlieues. Merci les vraies voix. Dans un instant, le journal.